Sans la vidéo, Nahel n'aurait été qu'une statistique. C'est une phrase qui a été beaucoup entendue après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre le 27 juin 2023. La scène, filmée par une passante et publiée sur les réseaux sociaux, a été vue des millions de fois. Elle montre un policier qui pointe son arme sur le jeune conducteur et le menace avant de lui tirer dessus. Sa publication a remis en question la version officielle de la police, qui expliquait que Nahel avait mis en danger le policier en refusant d'obtempérer et en lui fonçant dessus avec sa voiture. Dès lors, de nombreuses questions se posent. Aurait-on autant parlé de sa mort si cette vidéo n'avait pas existé? Aurait-il été possible d'établir ce qu'il s'est réellement passé? Et combien de Nahel n'ont pas été filmés? À l'inverse, combien de vidéos similaires ont été en partie à l'origine de mouvements d'ampleur? Aujourd'hui, je vous propose de prendre un peu de recul sur l'actualité pour s'interroger sur le pouvoir des images, comme outil de contestation, à la fois pour dénoncer les inégalités, les oppressions, et révéler la violence des institutions. Durant les 20 dernières années, les vidéos partagées sur Internet ont explosé et pris une place centrale dans les luttes sociales et politiques. Les téléphones portables sont devenus une nouvelle arme pour se défendre ou documenter le réel, en même temps que les caméras de surveillance se sont multipliées partout dans le monde. Nous assistons donc à un double mouvement. D'un côté, le contrôle social par la vidéo s'accentue, et de l'autre, filmer est devenu un moyen de se réapproprier l'image et de mobiliser. Aujourd'hui, il n'existe plus de mouvement social ou politique qui ne soit pas filmé, à l'image du mouvement des Gilets jaunes ou encore des manifestations qui ont éclaté en Iran en septembre 2022. Mais à quoi servent ces images exactement? Ont-elles des effets concrets? Et à quelles conditions peuvent-elles devenir des outils de contestation efficaces? C'est toutes ces questions et bien d'autres que nous allons creuser avec mon invitée Ulrike Lund-Riboni, chercheuse sur la place des images numériques dans les mobilisations collectives. Ulrike Lund-Riboni, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8 et vos recherches portent sur les usages contemporains des images numériques, en particulier vidéo, sur la place du visuel dans les mobilisations collectives et plus généralement dans les rapports sociaux. Et en avril 2023, vous avez publié un livre « Vidéo Activisme, contestation audiovisuelle et politisation des images » aux éditions Amsterdam. Alors, vous le rappelez dans votre livre dès le début, les images et leurs technologies ont été utilisées pour servir le contrôle social, construire ou pérenniser des représentations et plus généralement l'ordonnance d'un monde capitaliste marqué par les inégalités et l'exploitation. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez tenu à insister dès le commencement, d'une certaine manière, sur la complicité qu'il y a entre pouvoir, rapport de domination et technologie de l'image? Sans doute parce qu'il y a une première chose qui est d'essayer de penser l'image comme étant ni fondamentalement émancipatrice, voilà, ni fondamentalement et de nature à servir la domination, on va dire. Donc j'étais un peu à un enjeu où je voulais bien sûr parler des pratiques qui sont des pratiques de résistance, qui sont des pratiques qui tendent plutôt à contrer les rapports de domination, les rapports de pouvoir, mais je voulais pas juste m'en tenir à une vision enchantée qui considérait que la vidéo change tout, que le film change tout, et qu'il suffit d'investir ces médiums-là pour que la révolution advienne, ou en tout cas qu'on arrive vraiment à faire bouger les choses. Donc c'est pour ça que je voulais réinscrire dans une histoire qui est de dire aussi que les technologies, elles ont des créateurs et des créatrices, beaucoup de créateurs, en tout cas ceux qu'on connaît, et qu'il s'agissait du coup de rappeler que ces technologies-là, elles ont été marquées par des enjeux de pouvoir, et leurs usages ont été marqués par des enjeux de pouvoir. Et que donc, à un moment, se servir de ces technologies, se servir de ces outils et de ces formes que peuvent être le film, que peuvent être des formats courts ou des télévisions, c'est réinvestir des formats, des techniques qui n'ont pas été pensés spécialement pour la résistance ou pour la contestation des formes de domination. Et vous le dites d'ailleurs, justement, il y a à la fois des critiques sur la représentation que créent ces technologies de l'image et des critiques sur la visibilité. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Oui, ce que je tenais à rappeler, c'est que donc il y a plusieurs manières en fait d'ancrer la contestation dans les pratiques de l'image. C'est à la fois évidemment contester les représentations. Donc c'est dire les contenus visuels, audiovisuels, les produits audiovisuels, les produits des industries culturelles en général sont marqués donc justement par ces rapports de domination, ces rapports de pouvoir, et donc reconduisent ou produisent des représentations qui sont des représentations qui sont généralement défavorables à un certain nombre d'acteurs sociaux que sont les femmes, par exemple, les minorités de genre et les personnes racisées ou non blanches, etc. Il s'agit de tenter soit d'arriver à une représentation plus juste, encore faut-il savoir ce qui est le juste là-dedans, mais
en tout cas de défaire potentiellement des formes de stéréotypes, de faire exister des corps qu'on ne voit pas ailleurs, de faire exister des subjectivités qu'on ne voit pas au cinéma et à la télévision. Et aussi, il y a un deuxième enjeu qui est celui, pas simplement de contester des représentations, mais de contester aussi les usages de ces outils, les appropriations de ces outils, et même les formes mêmes, en fait, que sont celles des productions culturelles. D'ailleurs, vous donnez des exemples vraiment frappants dans le premier chapitre, notamment sur le fait que les éclairages, notamment de cinéma, de films, n'étaient pas pensés pour les personnes non blanches, ou encore sur la photographie que Kodak, dans la façon dont les pellicules étaient faites, en fait, l'étalonnage n'était pas pensé aussi pour les personnes non blanches, donc faisait disparaître, par exemple, les personnes noires à l'écran. Enfin, tout ça, c'est vraiment des choses qu'on ne connaît pas du tout, hein, et qu'on ne réalise pas, et qui sont peut-être importantes aussi de comprendre que l'outil même, en fait, est biaisé d'une certaine manière. Oui, ce que je disais sur la question de la création des technologies, donc ça, c'est des travaux qui ont été faits par donc des auteurs et des autrices assez différentes. Il y a Lorna Roth et il y a Richard Dyer, sur la question en particulier des pellicules et donc des éclairages. Effectivement, c'est une histoire qui est méconnue parce qu'au-delà, en gros, des sphères peut-être académiques, on la transmet peu, on en parle peu, mais c'est raconté que, effectivement, les appareils de prise de vue, les caméras qu'on a là actuellement, mais aussi la manière dont on a positionné les éclairages, tout ça, en fait, ça a une histoire technique. Et donc, ben oui, il y a ces exemples, comme par exemple, donc, comment est-ce qu'on a formalisé les formes d'éclairage au cinéma. La formalisation des formes d'éclairage, elle va être faite sur la base des peaux blanches. Et donc, on le sait, la peau blanche, elle a un taux d'absorption de la lumière qui n'est pas le même qu'une peau plus foncée, on va dire, des différents types de carnation. Et donc, si on formalise les éclairages sur ces types de carnation, tout comme on va produire des pellicules sur la base d'une peau blanche, et ben en fait, on va entériner dans la technique des rapports sociaux. Et ça va avoir des incidences sur plusieurs dizaines d'années, puisque pendant longtemps, on aura du mal à photographier, par exemple. C'est ce que montrent des travaux qui montrent que dans les ouvrages, par exemple, de photographie, c'était à la fin des livres de photographie qu'on expliquait comment photographier une personne noire, puisque ça faisait partie des problèmes, en fait. Voilà. Comment résoudre ce problème-là. Donc tout ça, en fait, ça raconte que ces techniques, elles n'ont pas de neutralité. La technique n'est pas neutre, tout simplement parce qu'elle est produite par des hommes et des femmes. Et ces hommes et ces femmes sont socialisés. Toute technique qu'on produit, elle est inscrite dans les rapports de pouvoir. Et donc, bah oui, ça pose des questions quand on s'en saisit, puisqu'on se saisit de technologies qui sont marquées, inscrites là-dedans. Et pour autant, il ne s'agit pas de dire non plus que donc, les appareils photo sont racistes, les pellicules sont racistes. Ce n'est pas ça l'enjeu. Mais c'est de dire que nos outils sont marqués par les rapports de domination. Alors justement, par rapport à cette idée que les images ont été utilisées pour servir le contrôle social, est-ce que vous avez la sensation que ces dernières années, il y a des brèches qui ont été ouvertes aussi au profit de la démocratisation d'un certain nombre d'usages? Est-ce que vous avez des exemples qui montrent qu'il y a une réappropriation de cette image finalement qui est un peu en cours? Alors effectivement, ce qui se passe et ce qui est intéressant déjà de dire, c'est qu'il y a une démocratisation des technologies de fait. Donc ça, qui est déjà une histoire longue désormais, mais en tout cas, effectivement, les caméras, les appareils photo, très rapidement, les appareils photo vont être, en particulier par Kodak, qui est une entreprise qui va être en situation de monopole pendant des décennies, va très vite penser la question des différentes catégories qui peuvent s'en servir, en particulier des amateurs, donc, puisqu'il y a un marché, en fait, tout simplement. Donc, ils vont produire des appareils photo amateurs pour ouvrir à un marché amateur. Les caméras, ça va être un petit peu plus long, mais ça va être la même chose. Et puis, on arrive à la situation qu'on vit aujourd'hui, qui est que chacun d'entre nous a une caméra dans sa poche. Voilà. Chose qui est évidemment impensable quand on pense aux années 70. Donc, le fait qu'on ait toutes et tous des appareils dans nos poches qui permettent d'enregistrer, de filmer et de photographier, eh ben, effectivement, ça va avoir une incidence. Avoir une incidence en particulier donc, sur qui filme et qui diffuse, puisqu'ensuite, il va y avoir des technologies de diffusion. Parce qu'il faut aussi se rappeler ça, la question, c'est pas juste qu'on peut filmer, c'est qu'on peut diffuser ces images-là. Et donc, disons qu'il y a une démocratisation des technologies, que donc il y a une extension des possibilités de tout un chacun de se saisir de ces technologies, donc potentiellement de montrer d'autres choses, à la fois d'autres réalités, à la fois simplement de contester, par exemple, des versions officielles, on va dire. Et donc, à partir de là, effectivement, il y a quelque chose qui se produit et il y a dans cette inégalité des regards, on va dire, puisque les technologies ont longtemps été l'apanage, plutôt, les caméras, c'est les cinéastes qui s'en saisissent, c'est les journalistes. Voilà. Aujourd'hui, donc, c'est l'équidable. Le fait de voir est un enjeu de pouvoir aussi. Oui, le fait de voir est un enjeu de pouvoir, le fait de montrer est un enjeu de pouvoir, le fait de regarder est un enjeu de pouvoir. Tout ça est traversé
puisque déterminer ce qui peut être vu, par exemple, voilà, ça c'est un acte de pouvoir déjà. Donc l'exemple que je cite, qui est un exemple un peu canonique, qui vient d'un ouvrage d'un autre collègue qui s'appelle Nicolas Mirzoeff, c'est la fameuse phrase du policier qui dit « circuler, il n'y a rien à voir ». Dans cette phrase-là, est dit c'est moi qui décide ce qui doit être vu. Voilà. Mais donc on voit bien que effectivement l'inégalité du regard, dans un sens, disons que la balance a commencé à pencher du côté, on va dire pas simplement des pouvoirs, mais donc des peuples, pour faire vite et pour faire court. Mais en tout cas, on peut dire que par exemple 2011 et ce qui se passe dans le contexte des dites soulèvements des pays arabophones, on va dire, pour être un peu précis, ou révolution arabe, ce qui se passe là, c'est que, oui, d'un coup, il y a des milliers d'objectifs et qu'il y a quand même, la balance se met à pencher du côté de celles et ceux qui filment et qu'en face, ils sont assez démunis pour empêcher en fait, cette production du manche et sa circulation. Et vous citez d'ailleurs justement un Tunisien qui, en 2011, après la chute de Ben Ali, dit « Sans les images, le soulèvement n'aurait pas eu lieu », comme un peu ce qui a motivé aussi pour vous l'écriture de ce livre. Ouais, cette phrase-là, elle m'a été dite plusieurs fois, en fait, sous des formes différentes. Donc sans les images, le soulèvement n'aurait pas eu lieu. Alors elle veut dire des choses différentes. C'est pas juste qu'il n'aurait pas eu lieu, il n'aurait pas pu advenir, mais c'est aussi qu'on ne l'aurait pas vu. Et c'est aussi donc il n'aurait pas eu lieu, il n'aurait pas pu advenir, en tout cas dans l'histoire. C'est un peu toutes ces dimensions-là. Mais oui, il y avait une croyance très forte dans le fait qu'il fallait filmer et il fallait diffuser les images. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une expérience, d'abord, de l'écrasement de mouvements sociaux précédents, en particulier 2008, et que cette expérience-là, elle avait fondé la croyance dans le fait qu'il fallait absolument qu'on arrive à médiatiser ce qui se passait. Parce que sinon, un mouvement social, s'il n'arrivait pas à être médiatisé, il pouvait être écrasé, être réprimé très violemment, et finalement s'éteindre juste par la répression. Et que donc, il fallait lui permettre à la fois d'exister médiatiquement, et puis aussi parce que ça a été un outil, quand même, potentiellement de mobilisation. Et c'est aussi un des autres enjeux de l'image, pas simplement documenter, montrer au monde, mais aussi potentiellement mobiliser ses concitoyens, celles et ceux qu'on veut amener, en tout cas, dans les mobilisations. Et le mouvement des Gilets jaunes est assez frappant d'ailleurs par rapport à ça, parce qu'au début, c'était aussi une vidéo. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine, là, enfin jusqu'au 17. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. Et qui est chaud, qui est pas chaud, ça va motiver, ça va dire putain, on va croiser des gilets jaunes partout là, sur les tableaux de bord, c'est un signe. Ça va vraiment peut-être bouger, c'est pas que des paroles en l'air. Et ensuite, c'est aussi un mouvement qui a été énormément documenté en vidéo, à la fois sur les mobilisations, mais aussi sur la question des violences policières et donc de la répression. Exactement. Donc là, c'est pareil, il ne s'agit pas de dire, en gros, c'est la vidéo qui a permis les gilets jaunes, bien sûr, tout comme c'est pas Facebook qui a permis les gilets jaunes, mais ça fait partie, on l'a vu, des outils qui ont été centraux dans cette lutte-là. Là aussi, il y a des gens qui ont travaillé dessus, par exemple, comme mon collègue Édouard Boutet, qui travaille sur cet usage-là de dans le mouvement des Gilets jaunes, comment est-ce qu'on s'est servi de la vidéo. Et effectivement, ça sert à la fois pour mobiliser, on l'a dit, avec cet exemple-là, qui va être, à un moment, c'est face caméra, on retourne la caméra sur soi, on s'adresse à des publics, on ne sait pas exactement ce qu'ils sont, mais en tout cas à ce peuple imaginé. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là ? Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ? À part changer la vaisselle de l'Élysée ou vous faire construire des piscines ? On se demande. Et puis, il y a aussi documenter les luttes, documenter les manifestations, et puis documenter évidemment aussi les violences qui peuvent avoir lieu. Et c'est ce qui va être fondamental dans le mouvement des Gilets jaunes, et ce que montrent les collègues qui ont travaillé là-dessus aussi, c'est que il se produit quelque chose. À un moment donné, la question des violences policières, elle va être centrale. On se rend compte que là, il se passe quelque chose et qu'il faut le montrer, qu'il faut le documenter, et que ça va devenir une des causes aussi, en fait. Pas simplement ce qui avait lancé ce mouvement-là, mais les violences policières vont être une des causes qui va aussi amener à alimenter ce mouvement, à le pérenniser et à construire la cause aussi par l'image. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ça a aussi été des preuves parce qu'on avait un pouvoir et des ministres et le président qui disaient « vous ne pouvez pas parler de violences policières dans un état de droit ». Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Vous dites que, justement, il y a assez peu de recherches sur les pratiques vidéo contestataires. Alors, vous, pour englober un peu tout ça, vous utilisez le terme vidéo-activisme, donc qui sont du coup toutes ces pratiques audiovisuelles contestataires historiques et contemporaines. Qu'est-ce que ce terme, il englobe pour vous aujourd'hui exactement et pourquoi comment vous l'avez choisi ?
Bon, ce terme, c'est un terme un peu séduisant en soi, dans le sens où je trouve qu'il est un peu évocateur. Bon, quand on dit vidéoactivisme, en fait, ça parle aux gens. On ne sait pas exactement ce que ça recouvre, mais ça parle à un endroit. Évidemment, je ne peux pas parler des pratiques audiovisuelles contestataires sans parler de ce qu'on a nommé cinéma militant. Parce que ça n'aurait pas de sens. C'est ce que je dis, je ne vais pas commencer au moment du format vidéo. Enfin, pourquoi est-ce que je commencerai mon histoire au moment du format vidéo et tout ce qui a été fait en pellicule avant, en fait, n'aurait pas d'existence. Mais ce qui m'intéresse, moi, et ce qui a fondé la plupart de mes recherches, c'était les pratiques audiovisuelles contestataires très contemporaines. En fait, moi, c'est sur ça surtout que j'ai travaillé. Mais ce qui m'intéressait avec vidéoactivisme, c'était justement de trouver des liens de continuité, de tisser des fils entre des pratiques, sans dire tout se vaut, parce que tout ne se vaut absolument pas, et j'essaie de montrer aussi cette distinction. Le fait qu'à un moment, c'est des cinéastes, c'est des gens qui sont formés au cinéma, ou des étudiants de cinéma. Le fait qu'à un moment donné, c'est plus des cinéastes, mais c'est plutôt des gens qui vont être des militants, ou en tout cas qui sont engagés dans des causes, et puis qui à un moment donné se saisissent de la vidéo. Et puis, le fait qu'à un moment, on arrive à des kidam, voilà, avec à des tout le monde. Mais voilà, vidéoactivisme, dans ce terme-là, en tout cas, il permet, je trouve, de tisser une espèce de fil comme ça autour de la pratique audiovisuelle contestataire et de la politisation des images. J'utilise ce sous-titre-là aussi pour dire qu'aujourd'hui, on arrive à... C'est pas juste qu'on a des pratiques audiovisuelles contestataires, mais c'est que des images qui sont des images produites par des gens sans viser spécialement contestataire, d'ailleurs, vont être politisées. Voilà. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une croyance de plus en plus forte dans le rôle de l'image, de la vidéo, à la fois pour révéler des réalités qu'on ne connaît pas ou qui sont invisibilisées, mais aussi pour essayer de transformer le monde. Enfin, en tout cas, il y a cette idée-là. Et dans votre livre, vous évoquez tour à tour, donc vous l'avez déjà dit, les printemps arabes, les manifestations récentes en Iran, la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter, les manifestations des Gilets jaunes. Et donc, c'est que des événements pour lesquels les vidéos ont joué des rôles clés et en même temps pas toujours les mêmes. Pour vous, si vous deviez résumer, justement, depuis cet essor un peu des smartphones en 2010, quel rôle les vidéos, elles ont pu jouer dans l'histoire contemporaine des mobilisations? Parce que c'est quelque chose sur lequel, finalement, on a assez peu de recul aujourd'hui. On commence un tout petit peu à en avoir, mais... Oui, on a assez peu de recul parce qu'effectivement, on peut se dire que ça commence dans la première décennie des années 2000. Il y a deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a la question de la documentation. C'est extrêmement important de documenter un mouvement social. On documente un mouvement social en train de se faire. Et donc, c'est à la fois, ça va servir pour l'histoire, pour mémoire, mais c'est aussi donc un enjeu potentiellement de construction de la cause, de dénonciation et aussi de mobilisation. Donc, ça peut être il y a tout un tas de formes possibles qu'on a pu observer dans les mobilisations récentes. Donc, que sont à la fois donc ces face caméra, ces manières de s'adresser. Avec des discours donc qui enjoignent à se mobiliser ou qui sont simplement des partages en fait d'un coup de gueule. Donc c'est ce qu'on a vu dans le mouvement des Gilets jaunes, le fameux coup de gueule. Je viens faire une petite vidéo coup de gueule. J'ai 2 petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. On a différentes formes de vidéos. On a vraiment, ce que je disais, un peu la documentation et puis ces formes-là d'interpellation, quoi. Mais donc, voilà, comment est-ce que la vidéo, elle agit dans les mobilisations sociales ? En quoi elle sert dans les mobilisations sociales ? Elle sert à la fois donc, à documenter des choses qui ne sont pas documentées dans l'espace médiatique, donc à faire exister des mouvements sociaux qui, à ce moment-là, ne sont pas traités ou peu traités, montrer l'ampleur des cortèges, montrer l'ampleur des mobilisations, montrer que telle ville est en train de se mobiliser. Permettre de suivre en temps réel ce qui se produit, et à la fois donc produire du matériau qui va être du matériau de sensibilisation, de partage de la colère, de partage de situations d'indignité. Ce que je parle d'indignité, parce que ça vient surtout du mouvement social donc tunisien, où il y avait ces gens qui se filmaient pour raconter la souffrance en fait de vie ultra précaire. Et en fait, ces prises de parole-là, par exemple, elles participent également en fait à un moment à saisir la personne qui regarde, à se dire ah bah oui en fait je vis la même chose. C'est ce que je dis, c'est pas le MeToo par écrit, mais c'est se rendre compte qu'en fait, quelqu'un qui s'exprime comme ça face caméra et qui jette cette vidéo un peu comme une bouteille à la mer sur Internet, elle partage des expériences d'indignité, des expériences de colère, et qu'elle peut faire écho à d'autres colères, et que c'est par la mise en commun et la conscience partagée qu'une expérience qu'on vit comme étant une expérience violente est en fait une expérience partagée qu'advient un mouvement social. Et vous, dans vos recherches, parce que c'est ce que vous disiez, il y a eu un moment, par exemple, sur les printemps arabes, où il y a eu des théories en disant s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, dont Facebook, peut-être que ces révolutions, ces soulèvements n'auraient pas eu lieu. Est-ce que vous avez
des exemples comme ça, où en tout cas, il est permis de potentiellement se poser la question, parce que de toute façon, on ne peut pas refaire l'histoire, de se dire sans cette utilisation des vidéos, ou certaines vidéos en particulier, le mouvement social n'aurait peut-être pas pris, ou n'aurait pas eu une telle ampleur, etc. En tout cas, on peut se permettre de le penser dans le cas de vidéos qui vont un peu marquer. Bon, l'exemple que je donne tout le temps et qu'on donne souvent, mais qui est quand même un exemple emblématique, c'est celui de Rodney King. Donc cet homme africain-américain qui est tabassé par des policiers à Los Angeles en 1991, qui est filmé par un voisin. Donc là, c'est un cas d'une violence exercée sur un Africain-américain. C'est pas la première du tout, c'est pas du tout la dernière. C'est systémique. Il y a beaucoup de gens qui le savent, beaucoup de gens qui l'expérimentent dans les communautés africaines-américaines, par exemple, dans un certain nombre de quartiers populaires. Donc on le sait depuis des décennies, sauf qu'à un moment donné, cet épisode-là va être filmé. Et cet épisode-là va rencontrer un contexte médiatique favorable, puisque CNN, qui est assez jeune, puisqu'elle a à peine 6 ans à ce moment-là, va diffuser cette vidéo. Et donc là, ce qui se produit ensuite, c'est-à-dire d'abord un procès et puis les grandes émeutes de Los Angeles, et puis le débat public autour de ce qui se produit, on peut légitimement penser que la médiatisation de cette vidéo, elle va avoir un impact. I don't think you'd be exaggerating to say this was the first viral video recorded by an individual on amateur equipment. Et il y a quand même tout un tas d'autres contextes où effectivement on peut se dire que les images, elles vont avoir un impact. Ce qui est important de rappeler, et là aussi beaucoup de gens qui travaillent sur les images le rappellent tout le temps, c'est pas une image qui produit un événement, c'est qu'elle rencontre un contexte favorable. Voilà. Donc, un contexte qui est déjà celui de lutte. La vidéo de George Floyd, c'est pareil. Elle émerge pas au milieu de rien. Il y a le mouvement Black Lives Matter qui est là depuis un certain nombre d'années. C'est des luttes qui sont menées depuis des décennies par des militants et militantes antiracistes. Donc, elle rencontre un contexte favorable de ces luttes-là. Et il faut qu'il y ait aussi un contexte médiatique favorable qui lui permette de circuler. Donc, oui, on peut légitimement penser qu'un certain nombre de vidéos vont avoir du poids à des moments. Et moi, dans l'enquête que j'ai faite en Tunisie, il y a plein de gens qui m'ont dit formellement, pour moi, telle vidéo, elle a été extrêmement marquante. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne se serait pas engagée, que son engagement n'aurait pas eu lieu, quoi qu'il en soit, même sans ces images. Mais on sent bien que ça a pu être des moteurs, à la fois donc des moteurs d'indignation, à la fois des moteurs de se dire non mais là il y a quelque chose qui se passe. En fait, mais c'est dans ma ville, mais en fait c'est en bas de chez moi, pendant que la télévision ne montre rien, ne serait-ce que la circulation de l'information, de se dire mais en fait il y a une manifestation là tout de suite dans ma ville. Et donc potentiellement faire descendre des gens dans la rue. Mais voilà, il n'y a pas d'automatisme des effets. On peut juste dire que ça participe. Voilà. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on remarque que cet outil de la vidéo oblige beaucoup de personnes à ne pas détourner le regard, en fait, à être obligé de voir une réalité à un moment donné et à se connecter à cette réalité parce qu'il y a des vidéos, typiquement les vidéos de violence policière ou celle de George Floyd, c'est une vidéo qui est extrêmement marquante. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui peuvent pleurer après l'avoir vue parce qu'en fait, on voit un homme mourir en live, plus ou moins devant nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, dans le livre, vous parlez aussi des points de vue, c'est-à-dire du fait que quand la vidéo est filmée par le policier, quand c'est sur son uniforme, ou quand c'est filmé par une caméra de vidéosurveillance ou par un anonyme, ça n'a pas du tout le même retentissement parce qu'une même vidéo ne va pas du tout produire les mêmes effets, justement en fonction de la façon dont elle est filmée. Oui, alors ça, c'est aussi important de le rappeler parce que quand on parle, par exemple, de vidéos de violence policière, en fait, on met des choses dans vidéos de violence policière qui sont très différentes. On met des vidéos de vidéosurveillance, des vidéos produites par des passants et potentiellement, surtout dans le cas états-unien, puisque c'est là qu'il y a le plus de bodycam, des vidéos produites par les caméras qui sont sur les policiers. Bon, et ça, c'est des natures d'images qui sont quand même fondamentalement différentes. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de le rappeler ? Donc, déjà, parce que cette catégorie vidéo de violence policière, ça nous permet de l'interroger, de se demander ce qu'elle recouvre, mais de se dire que, là encore, la question de l'efficace d'une image, elle dépend d'énormément de facteurs. Bon, et un de ces facteurs, c'est quand même aussi des questions formelles, des questions de point de vue. Et donc, effectivement, il y a eu des travaux qui ont été faits dans différentes disciplines avec des perspectives assez différentes, mais qui réfléchissent à ce que fait le point de vue sur une situation donnée. Et donc, effectivement, une des choses qu'on remarque, par exemple, c'est que la bodycam, donc la caméra qui est sur le corps du policier, elle est très spécifique parce qu'elle bouge en même temps que le corps du policier et que donc, elle va donner un effet de perception
de perception trompeuse qui fait qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus violent que ça n'a l'air, par exemple. Donc, par exemple, quand une personne se débat à l'arrestation, ça paraît beaucoup plus violent que ça ne l'a été parce que ça bouge énormément et parce qu'on est collé. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour se rendre compte de ce que ça produit. Et il y a quand même un certain nombre de cas, par exemple, aux États-Unis, où selon quel est le type d'image qui émerge, il se produit des choses. Donc, par exemple, il y a un exemple où c'est d'abord une vidéo qui est faite par cette femme qui, Reynolds, dont son prénom m'échappe, qui filme donc son compagnon qui est abattu et qui est abattu par un policier après un contrôle. Voilà, donc dans l'habitacle de la voiture, qui va le filmer en live sur Facebook. Donc la vidéo est très dure. En même temps, c'est elle qui filme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo-là, donc elle va évidemment là aussi mobiliser l'opinion, faire beaucoup parler. Mais aujourd'hui, quand on la cherche, on a du mal à la trouver. Et celle qui s'est imposée, c'est la caméra en particulier, donc pas la bodycam en l'occurrence, mais la caméra sur la voiture de police qui arrive, qui était là. Et c'est cette vidéo-là qui va s'imposer. Sir, I have to tell you, I do have a firearm on me. Don't reach for it then. Don't pull it out. Don't pull it out. Parce que c'est pas du tout le même point de vue. C'est pas un point de vue affecté comme celui de la compagne de l'homme qui est abattu. Et cette image-là, donc, elle s'impose. Pareil au procès de George Floyd, vont être mobilisés tout un tas de supports vidéo. Il y a évidemment la fameuse vidéo, au procès de George Floyd, de son meurtrier, donc de Derek Chauvin. Évidemment, la vidéo donc, qui montre de celle qui a été faite par la jeune fille qui a filmé, donc la témoin, les vidéos de bodycam et des vidéos de vidéosurveillance. Et donc, on va mobiliser tout un tas de supports d'images aussi pour tenter de contester la version de la vidéo de la témoin. En plus, ce qui est terrifiant, c'est que ce que vous dites, c'est qu'il y a vraiment une volonté de la part des avocats du policier de dire regardez, là, tel geste, quand il se débat parce qu'il n'arrive plus à respirer, en fait, c'est un geste menaçant et ils arrivent par différents angles à interpréter la vidéo complètement autrement, en fait. Absolument, et c'est la même chose identique qui s'est produit pendant le procès donc, des policiers qui avaient battu Rodney King. C'est la même chose qui se produit. C'est-à-dire, c'est ça qui est très frappant et qui va faire qu'on va beaucoup écrire sur la vidéo de Rodney King. C'est que c'est la même vidéo, en l'occurrence, dans lequel on va dire tout et son contraire. Voilà. Et donc, il y a des gestes qui sont des gestes. Bon, dans le cas de Rodney King, c'est le bras au-dessus du visage pour se protéger des coups qui va être requalifié en un geste qui montre qu'en fait, il va donner, lui, des coups. Dans le cas de George Floyd, c'est la main qui tente de se soulever, donc qui prend appui sur le sol pour tenter de se soulever, pour retrouver de l'air, qui va être requalifié comme la preuve qu'en fait, c'est un geste qui montre qu'il est en situation de refuser d'obtempérer et d'insubordination, puisqu'il veut se relever. Et donc, effectivement, par tout un tas de procédés qui sont en particulier l'arrêt sur image, mais pas nécessairement, mais on va beaucoup parler de l'arrêt sur image, on va réussir à changer le sens. Mais dans le cas français, on a eu des choses assez similaires. On a eu la vidéo de Michel Zecler, donc qui est une vidéo de vidéosurveillance, on le rappelle, va être à un moment donné réinterprétée par un policier qui va faire une relecture de cette séquence vidéo pour faire dire l'inverse à ce que tout un chacun on pense avoir vu. Michel Zecler, producteur qui a été tabassé extrêmement violemment par plusieurs policiers. Voilà. Et donc cette vidéo-là, par exemple, on a une tentative de relire ce que tout le monde semble avoir vu de cette vidéo. Donc ça pose énormément de questions, à la fois sur la question du regard et sur le fait que on arrive à faire dire des choses aux images malgré l'évidence parfois de ce qu'on pense y voir. Mais c'est ce que dit d'ailleurs Michel Zecler dans certains entretiens en disant en fait si cette vidéo n'avait pas existé, on ne m'aurait pas cru et potentiellement ce serait moi qui serais en prison aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu ces vidéos-là, que se serait-il passé ? Je serais probablement en détention parce que le certificat médical que m'a remis les UMJ ne pouvait pas certifier de manière claire que j'étais l'agressé. Et c'est vrai que quand on parle de violence policière, on ne compte plus les cas pour lesquels, en fait, on peut vraiment se demander qu'est-ce qu'il serait passé s'il n'y avait pas eu de vidéo. C'est notamment le cas de Naël, plus récemment, donc un jeune de 17 ans qui a été tué par un policier à Nanterre. Et les images prises par une passante sont devenues des preuves qui ont en fait contesté la version officielle de la police qui expliquait que Naël avait essayé de leur foncer dessus avec sa voiture alors qu'en fait on voit que la voiture est à l'arrêt et qu'elle va à 2 à l'heure au moment où le policier tire. Et vous donnez plein d'exemples comme ça dans le livre.
En fait, à chaque fois, le problème, d'une certaine manière, si on revient par rapport à ce qu'on disait avant, c'est que ces vidéos produisent un effet auprès de l'opinion publique, obligent aussi souvent les politiques à s'exprimer aussi par rapport à la réalité que dévoile la vidéo, mais elles ne changent pas forcément fondamentalement les choses. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas devenir des preuves pour le procès ou autre. Alors, pas toujours, il ne faut pas dire jamais, parce que quand même, il y a un certain nombre de cas, et quand même de plus en plus, où effectivement, même dans le cadre judiciaire, on arrive quand même, avec les vidéos, à contester, et là, je pense que ce sera le cas dans le cas de Nahel, effectivement, à contester la version policière, en tout cas la première version. Il y a eu d'autres cas récemment, un article qui était dans Mediapart sur une jeune femme dont le nom dans l'article de Mediapart, c'était Inès. Un policier l'accusait de l'avoir frappée. Il y a une vidéo qui montre que c'est faux. Et donc, ce qui était qualifié en violence a été requalifié dans le cadre du procès il me semble, rébellion peut-être, mais voilà, plus en violence. Donc, il y a une requalification, en tout cas, dans le cadre judiciaire. C'est pas que l'image, elle ne sert jamais dans le cadre judiciaire, mais effectivement, c'est difficile, c'est compliqué, parce qu'il y a tout cet enjeu de l'interprétation. Voilà. Là, en l'occurrence, on va voir ce qui se passe avec le cas de cette vidéo. Cette vidéo, elle a l'air d'être ça semble difficile d'en retourner le sens, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans le cadre. C'est une séquence qui est courte. Voilà, on a l'impression qu'en termes de lisibilité, c'est pas la même chose que la vidéo Rodney King, c'est pas la même chose que la vidéo George Floyd, parce que en termes de simplement formel de ce que contient le cadre, il n'y a pas énormément. C'est un plan qui est très large aussi. C'est un plan très large. Et à la fois, le son a quand même déjà été réinterprété par des médias qui changeaient justement les propos du policier en disant que le policier avait dit « mets tes mains sur la tête plutôt que je vais te tirer une balle dans la tête ». Enfin, plus ou moins. Oui, là, ça se joue sur le son, on conteste le son et ça va être autour de ce qui a été dit que potentiellement il va y avoir de l'enjeu. Les enquêteurs de l'IGPN restent prudents. Ils envisagent une autre interprétation des propos des policiers. Sous-entendu couple moteur, Nahel lui aurait répondu. Puis les agents auraient fait une sommation. Et puis un petit mot également pour vous dire qu'hier soir dans le 20h, nous avons diffusé l'analyse audio réalisée par l'ONG indépendante Index de la vidéo où l'on voit le policier tirer sur le jeune Nahel. Eh bien, les sous-titres présentaient la version défendue par les policiers et non celle de l'ONG. C'est important évidemment de le préciser. Le cadre judiciaire, c'est un cadre très spécifique qu'il faut vraiment distinguer de celui du débat public parce qu'il a ses propres règles, parce que voilà, on peut discuter de l'interprétation d'une façon très, très spécifique. Pour autant, effectivement, on peine quand même, et ça, un certain nombre d'avocats et d'avocates le disent, on peine à utiliser la vidéo comme preuve de manière absolument évidente, radicale, et qui permet de renverser complètement un procès. Ça reste très compliqué, et il y a une autre question qui se pose aussi par rapport au cadre judiciaire, et dont des avocats et avocates témoignent, c'est la question des cas où on n'a pas de vidéo. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans les cas où on n'a pas d'image ? Et comment est-ce qu'on va avoir des réticences à défendre, par exemple, une personne parce qu'en fait, on n'a pas d'image et qu'on préférait un cas où on a au moins une vidéosurveillance, mettons. Donc, il y a plein d'enjeux qui se retrouvent là au cœur des images, à la fois, donc là, on est vraiment juste dans la question de la preuve, de qu'est-ce que ça prouve. Et peut-être juste une dernière chose, de rappeler que, quoi qu'en dise l'espace judiciaire, il y a un certain nombre de gens pour lesquels ça prouve. Voilà. Ouais. Nos regards sont aussi convaincus de ce qu'ils y voient, précisément aussi parce que nos regards sont socialisés, sont construits par nos socialisations et par nos constructions individuelles et collectives. Là, la vidéo de Nahel, c'est une preuve suffisante. C'est une preuve d'une violence qui est illégitime aux yeux d'énormément de gens. Après, on rentrera dans le débat qui est le débat judiciaire. Et en même temps, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, cette possibilité de filmer, de prendre des vidéos, quand même, est de plus en plus contestée et mise en danger. Ça a été le cas avec la loi sécurité globale et un de ces articles qui empêchait de filmer les policiers, qui finalement a été retiré. Mais on voit bien que, en fait, dans certaines dispositions des dernières lois, il y a la légalisation de l'usage de drones, des caméras embarquées sur les hélicoptères. Vous vous rappelez d'ailleurs que ces caméras embarquées sur les hélicoptères, elles avaient effectué 717 heures de vol au-dessus des manifestations des Gilets jaunes. Et à un moment, vous parlez de l'expression « œil pour œil ». Est-ce que vous considérez justement qu'aujourd'hui, il y a une sorte de nécessité en fait, de faire prendre conscience à la part des citoyens et citoyennes qu'il faut filmer en fait, justement pour prouver et pour aller à l'encontre de cette volonté d'empêcher de voir en quelque sorte? En tout cas, ce que je disais sur la question de la croyance dans le pouvoir des images, par exemple, c'est quand même
très étonnant de se rendre compte à quel point, en France en particulier, au vu en tout cas de l'investissement législatif, il y a une vraie croyance dans le pouvoir des images de la part, en tout cas, de l'État et du pouvoir policier. Ça, c'est clair. Ils ont l'air d'être absolument convaincus de cette puissance-là et de cette force-là. Parce qu'il y a un investissement, donc à la fois pour empêcher la circulation des images qui sont prises par les potentiels manifestants, tout témoin, un investissement dans le fait d'armer, j'utilise ce mot à dessein, en appareil de prise de vue, les différents acteurs des forces de l'ordre. Et ça aussi, ça raconte quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on veut la multiplication des caméras de cette façon ? Des caméras sur les hélicoptères, des drones, des caméras sur les voitures, des caméras sur les corps des policiers. Ils ont des caméscopes également à main. Pourquoi est-ce qu'on veut étendre aussi l'accès à ces contenus audiovisuels ? Évidemment, la vidéosurveillance, dont ça fait des années et des années que tous les travaux, quasiment, qui sont faits là-dessus, montrent qu'il n'y a pas d'abaissement de la criminalité quand il y a la vidéosurveillance. Pour autant, on continue d'investir dedans. Voilà. Pourquoi cette obsession ? Alors, il y a plusieurs raisons, il y a aussi des raisons purement politiques, mais il y a un investissement très très fort qui est fait dans les technologies audiovisuelles, en particulier en France. Et puis encore aussi, dernière loi, le fait d'activer nos téléphones à distance. Ouais. Alors, évidemment, principalement pour le son, mais aussi d'activer les caméras. Dire, ça raconte quelque chose. Donc oui, là, je crois que la question de l'asymétrie du voir, dont je parlais tout à l'heure, où je disais peut-être qu'il y a un moment où cette asymétrie du voir, peut-être en 2011, dans le contexte tunisien, elle a été plutôt favorable aux manifestants et manifestantes. Là, en tout cas, cette asymétrie du voir, elle commence, voilà, la balance, elle commence de nouveau à flancher peut-être, puisqu'on a une multiplication des yeux face à nous, une multiplication donc des appareils législatifs pour empêcher aussi potentiellement la circulation de nos images, jusqu'à ce que nos appareils, qui sont donc ceux dont on peut se servir pour se défendre en théorie, qui deviendraient ceux par lesquels on pourrait saisir, donc en activant les caméras et en activant les micros, à notre insu, finalement saisir des images. Ouais, donc les armes des citoyens et citoyennes qui se retournent contre eux-mêmes, quoi. Ouais, ce serait ça. C'est vraiment à ça qu'on arrive, en fait. Donc, évidemment que je pense qu'il faut filmer. Il faut filmer, il faut aussi se poser la question de comment on filme, bien sûr, puisqu'on a aussi énormément de cas, surtout dans les affaires récentes, là, autour des révoltes suite à la mort de Nahel. On a aussi beaucoup de cas de condamnation pénale parce que des gens ont filmé. Et ça aussi, ça interroge profondément. Donc, soit parce qu'ils ont filmé, donc on a un cas, par exemple, c'est un live TikTok qui va être à l'origine d'une condamnation, ou alors c'est au moment d'un contrôle d'identité qu'on regarde le téléphone, ou alors au moment des gardes à vue. Depuis là, maintenant, en garde à vue, on demande toujours l'accès au téléphone pour regarder les images. Et on a des témoignages de personnes gardées à vue qui nous disent on m'a demandé de regarder mes images en me disant s'il y a des images, par exemple, de choses qui brûlent, c'est un problème. Parce qu'en fait, vous avez eu un intérêt à filmer ça. Et cet intérêt à filmer ça, il traduit quand même un intérêt à ce que ça brûle, finalement. Et donc, en fait, avoir des images de choses qui brûlent, c'est-à-dire ce geste commun de filmer ce qui nous entoure, qui maintenant est inscrit dans nos pratiques sociales, deviendrait finalement la preuve d'une culpabilité. Et ça pose quand même de sacrées questions, quoi. Et donc, au-delà de ces exemples-là, il y a des exemples maintenant, voilà, vraiment de condamnation pénale, parce qu'il y a des images. Donc là, en l'occurrence, l'exemple, c'était un jeune homme qui a filmé son ami qui tirait des feux d'artifice sur un parking, donc en Seine-Saint-Denis, il me semble, et qui va donc être condamné parce qu'il a filmé ces images-là et que c'était la preuve, en fait, d'une volonté d'en découdre. En tout cas, voilà. Donc là, on a aussi... vraiment, c'est fou parce qu'il y a une accélération dans ces dernières années, à la fois dans l'appareil législatif, l'investissement dans l'appareil législatif, dans donc, la multiplication des yeux pour les forces de l'ordre, l'entrave de la circulation de nos images. Là aussi, je rajoute encore quelque chose d'extrêmement récent, le fait qu'on va qualifier donc, le fait de diffuser des images d'émeutes comme étant des appels à l'émeute ou au rassemblement en vue de commettre des violences. Là aussi, c'est absolument gravissime. Je tiens quand même... Il faut qu'on prenne conscience en fait, de la gravité de ce qui se joue. C'est qu'on va donc maintenant, et c'est ce qui se passe avec le live de ce jeune homme sur TikTok, qu'on qualifie comme étant une incitation à la violence, parce qu'à un moment, on a un live d'un jeune homme qui dit des phrases un peu pour rigoler, en filmant, alors certes, de manière tout à fait inconsidérée. On peut penser ce qu'on veut moralement de son live et de ses blagues sur les policiers et le poulet. Je veux dire, on peut en penser ce qu'on veut moralement, mais la question, c'est qu'ensuite, ça devient l'objet d'une condamnation pénale.
Et à la fois, en même temps, si on prend le problème à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas aussi une tendance, de l'autre côté, à donner trop de pouvoir, en fait, aux pratiques audiovisuelles contestataires? C'est-à-dire que vous le dites à un moment dans le livre, que peuvent les images? Rien sans doute si les regards portés sur elles sont aveugles et si ces regards valent plus que d'autres. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par ça? Il y a beaucoup, par exemple, de personnes dans les mouvements antiracistes qui appellent au fait de filmer, et de filmer la police, par exemple. Et ça a une longue tradition, cette pratique de filmer la police. Il y a une vraie croyance dans le fait que filmer, c'est pas simplement constituer une preuve, ça peut aussi potentiellement agir sur les policiers et peut-être avoir des effets de censure et donc peut-être limiter aussi les débordements de violence. Mais pour ce qui est de la question de la preuve et pour ce qui est de ce qu'on voit dans les images, oui, la question c'est que peuvent les images? Peut-être qu'elles ne peuvent rien à partir du moment où on continue de voir par exemple, c'est ce que dit Judith Butler suite à l'affaire Rodney King, quand on continuera de voir dans un corps noir un corps par essence violent, les images ne pourront rien. De la même façon, on pourrait se dire, et il y a des gens qui le disent là aussi dans les mouvements antiracistes, des images de violence sur les Africains-Américains, en fait, ça fait des décennies qu'on en a. Pour autant, on en est toujours au même point. Et il y a des gens qui disent qu'il faut arrêter de diffuser ces images-là. Parce qu'en fait, ces images, elles ne vont convaincre que des gens qui ne sont pas déjà convaincus. Et donc, finalement, quel est leur agir? Voilà, on le sait. Et ça, c'est un des grands débats autour de la circulation de ces images-là aussi. C'est de dire peut-être qu'en fait, elles sont inutiles. Donc, c'est une vraie question. Qu'est-ce que peuvent les images et à quel point est-ce qu'il faut filmer? C'est ce que vous dites aussi, notamment sur la façon dont peuvent être représentés, par exemple, des enfants syriens morts pendant la guerre civile, comparés à des enfants européens que potentiellement on ne mettrait pas autant visuellement avec des corps décharnés, etc. Comme si on ne donnait pas Judith Butler parle de ça aussi, elle parle des vies pleurables, mais comme si on ne donnait pas à travers les images le même respect en fait au corps en fonction d'où ils viennent et de leur statut social, etc. Bon, ça c'est une question qui traverse aussi qui traverse les producteurs d'images, tous et toutes, que ce soit les artistes ou les journalistes, depuis très très longtemps. C'est à quoi sert une image et est-ce qu'il faut montrer? Ça, c'est une question qui a traversé, je pense, tous les photojournalistes. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Quand est-ce qu'il faut montrer? Bon. Et ça pose aussi des questions aux rédactions, quand elles choisissent de mettre en une photographie. Est-ce qu'il faut montrer ce corps de cet enfant syrien dont on a beaucoup parlé? Oui, parce que ça produit un état de choc, parce que c'est un enfant, parce que cette image, elle est terrible, parce que d'un coup, ça va remettre en fait à l'agenda la question syrienne. Potentiellement, là encore, elle va rencontrer un contexte favorable à parler de ce qui se passe en Syrie, plutôt qu'on oublie ce qui se passe en Syrie et le massacre qui a lieu. Oui, et en même temps, on montre un corps d'un enfant syrien et on ne montrerait pas un corps d'un enfant français mort de cette façon-là. Et ça pose des vraies questions. Voilà. Il y a des corps qu'on montre quand ils ont subi la violence, quand ils ont été violentés, et puis il y en a d'autres qu'on ne montre pas. Donc ça, c'est aussi des choses qui ont été beaucoup dites par d'autres avant moi. Le fait qu'on ait un certain nombre d'événements historiques dans le monde, que ce soit le 11 septembre, que ce soit même en France, l'attentat du Bataclan, où on n'a pas vu les cadavres. On ne les a pas vus. On ne les a pas vus parce qu'en fait, à un moment donné, on a pensé que la dignité de ces personnes et de leurs familles méritait qu'on ne les montre pas. Donc, cette réflexion-là, elle a lieu pour certains corps et pour certaines identités, et pour d'autres, non. Voilà. Et donc, ça pose aussi des vraies questions et des questions autour justement de la nécessité de ces images-là. Et c'est sur ces arguments que, par exemple, un certain nombre de militantes antiracistes contestent le fait qu'il soit nécessaire de montrer une vidéo comme celle de George Floyd, qui est absolument atroce. Oui. Bon, mais c'est extrêmement difficile de trancher cette question. Il y en a pour qui c'est évident. Moi, en tout cas, à la place où je suis, je pense que c'est difficile de dire il faut filmer, il faut diffuser, ou il ne faut pas filmer, il ne faut pas diffuser. Fondamentalement... C'est d'être conscient aussi de ce qu'on diffuse et du cadre dans lequel on le diffuse. Et puis surtout, peut-être sur ce débat-là, une chose à rappeler, c'est pas la même chose de faire circuler la vidéo de George Floyd sur Internet, dans un espace où potentiellement on a le choix de ne pas la regarder, alors jusqu'à un certain point, puisqu'il y a des plateformes qui lancent les vidéos automatiquement, mais bon, on a quand même le choix, et montrer cette vidéo en intégralité, par exemple, au JT, sur des médias comme ceux que sont donc les médias audiovisuels. Déjà, la première chose, c'est de se rappeler ça. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes espaces et ça implique pas les mêmes questions.
Et donc la question, par exemple, du voyeurisme, de la souffrance, elle ne se pose pas dans les mêmes termes. Quand on parle des réseaux sociaux et quand on parle des médias traditionnels. Aussi parce que les médias traditionnels, ils vivent des images qu'ils diffusent et de notre attention à ces images. Bon, les plateformes aussi, en réalité. Mais voilà, donc je pense que c'est aussi ça, peut-être se rappeler que la circulation des images et le fait de faire des images, bon, ces images, elles circulent dans des contextes. Voilà, et que c'est peut-être pas de dire il faut filmer ou il ne faut pas filmer, mais s'interroger effectivement, comme vous le dites, sur comment est-ce qu'on les fait circuler, dans quel contexte, comment, de quelle manière. En introduction de votre livre, vous demandez sous quelles conditions la complicité entre le pouvoir et l'image peut être rompue, et est-ce qu'il faut aujourd'hui lutter avec les armes de l'ennemi ou autrement. Qu'est-ce que vous en concluez aujourd'hui ? Est-ce que vous avez identifié une sorte de recette, en quelque sorte, qui permettrait aux images de devenir un véritable outil d'émancipation ? Alors bien sûr, non. Si la question est très vaste. Mais... bien sûr que j'ai pas la recette, parce que sinon ce serait génial. Évidemment que non. Je pense que, bon, très simplement, et c'est pas beauté en touche, mais c'est ce que j'ai essayé de dire tout du long, c'est que les images, de toute façon, elles n'agissent pas toutes seules. Donc, fondamentalement, je pense qu'il faut qu'il y ait des luttes pour pouvoir leur donner leur sens. Donc, pour qu'une image ait son efficace, en réalité, il faut qu'il y ait un contexte qui lui permette d'avoir ce poids-là. Donc, si on n'a pas, par exemple, pour ce qui est la question dont on a parlé jusque-là, de lutte antiraciste, qui permettent qu'à un moment, des images aient un écho puissant, si on n'a pas un contexte qui est déjà celui d'une contexte d'une mobilisation, le témoignage de quelqu'un qui va témoigner je sais pas, de sa précarité, de la violence de sa vie, de la difficulté à vivre, si on n'a pas un contexte à un moment qui puisse faire écho, ces images-là, elles ne vont pas produire des événements. Pour autant, je pense que les images, elles agissent. En tout cas, sur nos émotions. Après, sur notre capacité à nous engager, c'est une autre histoire. Mais elles agissent sur nos émotions, elles agissent sur nos croyances. Et donc, je pense que rompre cette complicité, en tout cas, c'est travailler à ce que, par exemple, comme je le disais, on ne puisse plus concevoir une personne qui est attaquée comme un agresseur uniquement parce que son identité sociale fait qu'on va le concevoir comme tel. L'exemple que je donnais, mais... Et c'est tout ça que je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler et que les images, elles sont un outil là-dedans, mais que c'est pas elles toutes seules, en tout cas, qui vont agir, quoi. Voilà. Mais alors justement, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui confronté à une forme de limite dans le sens où, en tant qu'individu, on n'a jamais été confronté à autant d'images. On ouvre nos réseaux sociaux et parfois, sans s'en rendre compte, on va regarder 10 vidéos en l'espace de même pas une minute. Et est-ce que finalement, ça ne risque pas de créer une sorte d'accoutumance et d'apathie en quelque sorte par rapport à ces images ? Et je pense notamment, par exemple, au-delà des questions de antiracistes ou de violences policières, mais même par exemple sur la question écologique, c'est-à-dire qu'à force de voir des 10 000 images de feux de forêt ou d'ours blancs décharnés, de banquises qui fondent, est-ce qu'à un moment, le pouvoir de ces images-là ne va pas se réduire au fur et à mesure, et même le pouvoir des paroles par rapport à ça, du fait de déjà la saturation mentale qu'on a de l'accumulation des images, et du même de la saturation mentale qu'on a par rapport au fait qu'il y en a énormément, mais en fait aussi, il y en a aussi énormément sur les violences policières, par exemple. Ça, c'est un débat très ancien, en réalité, qui est celui de se demander est-ce qu'on s'habitue aux images de violence et est-ce qu'on s'insensibilise. Et c'est quelque chose qui traverse le questionnement depuis très longtemps. On a beaucoup dit, il y a la génération... Alors, ça va être d'abord la génération télé, puis ensuite, ça va être la génération Internet. Ces générations qui sont... Mais c'est vrai qu'on l'a dit à chaque progrès technologique, mais aujourd'hui, on est quand même à un moment... On passe notre vie à voir des vidéos tout le temps, ce qui n'existait pas il y a à peine 5 ou 10 ans. Tout à fait. Et je pense que... je pense pas qu'on puisse trancher à une insensibilisation. D'abord parce qu'on le voit, et moi je le vois constamment avec mes étudiants et étudiantes, par exemple, à quel point, en fait, les gens continuent d'être choqués. À quel point, vous l'avez dit, vous avez commencé par dire ça, la vidéo de George Floyd, elle est terrible. Elle est insoutenable, elle est... extrêmement violente. Ma question, c'est plutôt, toutes les vidéos, évidemment, en fait, on leur est fait, et je ne pense pas que les personnes aujourd'hui soient devenues insensibles, c'est plus sur leur pouvoir de mobilisation, en fait. C'est-à-dire dans l'accumulation, est-ce qu'elles peuvent continuer à avoir ce pouvoir de mobilisation et à créer des momentum, sachant qu'on va vers, en fait, un monde où le nombre de vidéos vont doubler, voire tripler dans les 30 prochaines années. C'est plus ça,
C'est difficile de répondre à la question. Moi, je ne peux pas dire on va cesser. Moi, fondamentalement, je pense qu'elle continue. Je pense que ça continue et que malgré la quantité d'images qu'on regarde, et évidemment, on est dans un moment qui est tout à fait différent. Quand on est dans les années 70, où voir un film, en fait, c'est un événement, c'est tout à fait autre chose, une image, qu'aujourd'hui. C'est évident, c'est évident. On est dans un monde où on a des images constamment, et vous l'avez dit, on peut passer des heures à faire défiler des vidéos sur Instagram, sur TikTok. Bon. Et ça, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact. Pour autant, la question, c'est l'évolution des sensibilités. Quand même, fondamentalement, c'est ça. Oui. C'est un peu ça notre enjeu. Et l'évolution des sensibilités, on se rend compte qu'il y a plein d'endroits où c'est pas que la question visuelle. Il y a des sensibilités qui sont, au contraire, se sont bien aguerries, par exemple, sur les questions féministes. Oui. On est passé, aujourd'hui, on est dans une époque où on tolère beaucoup moins des choses qu'on tolérait avant. Et donc, on peut se dire qu'il y a une transformation fondamentale, en fait, de notre registre du sensible. Et sur la question des représentations aussi, même si ça évolue très lentement, mais on a quand même beaucoup plus de femmes aujourd'hui dans les films qu'il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans. En tout cas, il y a la contrainte, même sur les producteurs de contenu aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense que l'évolution des sensibilités, on ne peut pas la considérer uniquement vis-à-vis de l'image, quoi. Je pense que plus la question écologique devient un sujet, et devient un sujet quand même qui touche de plus en plus, en particulier les générations les plus jeunes, et qu'en réalité, il y a énormément de jeunes qui sont convaincus de l'urgence. Alors, c'est toujours pareil. Convaincus de l'urgence, ça ne veut pas dire se mobiliser. Bon. En tout cas, qui sont convaincus de l'urgence et que ces images, les potentielles vidéos qui vont montrer en fait des événements climatiques catastrophiques, des situations qui rendent tangible en fait la catastrophe, potentiellement peuvent agir sur des sensibilités qui sont déjà effectivement favorables. Ça, c'est un truc. Moi, je ne crois pas justement au choc moral. C'est un terme qui a été employé par certains chercheurs, au choc moral qui serait que d'un coup on voit une vidéo et hop on bascule. Pour autant, oui, il y a des images qui parfois nous choquent, nous poursuivent, nous hantent et donc peuvent agir et peuvent être des moteurs. Et donc du coup, comment est-ce que vous voyez évoluer ces pratiques audiovisuelles contestataires et ce pouvoir mobilisateur et émancipateur que peuvent avoir les vidéos? C'est dur de se projeter parce que ça bouge tellement vite. Ce qu'on a pu gagner en liberté aussi grâce au réseau et où voilà, beaucoup de choses ont pu s'exprimer. Ce qu'on a pu gagner avec la démocratisation de ces outils, et là, c'est effectivement mis en péril. Et je pense que cette expression de guerre des images, qui est employée entre autres par des acteurs du monde du maintien de l'ordre, je pense qu'elle est de plus en plus vraie. Là, on est effectivement dans une espèce de guerre des images et qui va être très difficile de lutter et qu'il y a vraiment des batailles à mener sur la question à la fois de la surveillance et à la fois vraiment dans la question judiciaire et comment est-ce qu'on va qualifier le fait de faire des images. Comment est-ce que ça peut être la preuve en fait d'un comportement délictueux, le fait d'avoir fait des images. Merci beaucoup. Merci Rimini d'être venue sur Blast. Merci. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre les enjeux autour de la politisation des images aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la commenter, de la liker pour qu'elle soit vue le plus possible. Et comme ce sont les vacances, j'en profite pour vous dire que tous les entretiens Blast sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes. Allez les écouter. Je vous le dis à chaque fois, mais si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Blast. Nous avons encore et toujours besoin de votre soutien pour continuer à informer librement. À très vite sur Blast.